Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du concept d'alliance thérapeutique et de comment il s'applique dans la pratique quotidienne d'un kinésithérapeute. En psychologie, l'alliance thérapeutique est un concept théorisé par Bourdin. Il met en avant une véritable refondation de la relation entre les soignants et les patients. Historiquement, les soignants se positionnaient en experts et ils prescrivaient aux patients une stratégie thérapeutique. Dans cette vision du monde très verticale, le thérapeute se considère comme celui qui a la connaissance et qui d'une certaine façon va dicter sa conduite au patient. Avec l'alliance thérapeutique, le soignant et le patient sont des partenaires qui sont véritablement sur un pied d'égalité et travaillent ensemble de façon collaborative pour améliorer la santé du patient. L'alliance s'appuie sur 3 éléments. Elle repose tout d'abord sur un lien non hiérarchique entre le patient et le thérapeute. C'est une condition essentielle. Le thérapeute a son expertise et le patient est le seul qui connaît sa vie, son corps et ses ressources. L'alliance thérapeutique nécessite que les 2 protagonistes soient véritablement sur un pied d'égalité. L'alliance thérapeutique nécessite ensuite un accord sur les objectifs à atteindre. Cela peut être par exemple de pouvoir reconduire sans douleur pendant 1 heure, de recommencer à courir 5 ou 10 km ou d'être capable de jardiner pendant au moins 2 heures. Enfin, l'alliance s'appuie sur un accord concernant les moyens à employer. Cette alliance prend tout son sens lorsqu'on propose au patient des stratégies actives de traitement dans lesquelles c'est ce que fait le patient entre les séances qui compte le plus. Mais comment intégrer cette notion à notre pratique quotidienne de kinésithérapeute? Je vais vous présenter quelques pistes basées sur de nombreux échanges avec des confrères, sur des lectures que j'ai faites ces dernières années sur le sujet et sur mon expérience clinique aussi. Premièrement, afin de nouer avec ma patiente ce lien, j'essaye de l'écouter de façon ouverte, sans jugement lors de l'anamnèse. Je favorise les questions ouvertes au détriment des questions fermées. Je laisse le patient élaborer et je m'applique à fournir une écoute active en reformulant ce que dit le patient, en résumant, en rebondissant sur ses propos. C'est essentiel de faire l'effort de comprendre le mieux possible ce que vit la personne qui est en face de nous, autrement dit, d'être empathique. Mais c'est tout aussi important de manifester cette empathie. Si je suis empathique, mais que mon patient ne le sait pas, le lien ne s'établira pas. Il faut que je communique sur cette empathie au travers de reformulations qui font comprendre au patient que j'accède à sa réalité et qui lui permettent de rectifier quand je me trompe. Les questions ouvertes et l'écoute active permettent véritablement de nouer un premier lien qui va être nécessaire pour que le patient s'engage dans ce que je vais lui proposer. Ensuite, nous allons fixer ensemble ses objectifs et pour cela, je veille à ce qu'il soit SMART, suivant l'acronyme bien connu, autrement dit qu'il soit simple, mesurable, atteignable, réaliste et qu'une échelle de temps réaliste soit proposée. Enfin, après avoir écouté le patient, conduit l'examen clinique et formalisé les objectifs, je vais proposer les moyens, c'est-à-dire la stratégie thérapeutique qui me semble la plus appropriée pour lui. C'est important de proposer cette stratégie plutôt que de la prescrire pour rester dans une démarche collaborative et pour éviter de susciter de la réactance. Nous présentons le concept de réactance dans une autre vidéo. Après avoir présenté la proposition thérapeutique, c'est aussi très important de solliciter une réaction du patient. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que tester cette stratégie vous semble possible? Qu'est-ce que vous en pensez? La stratégie thérapeutique sera ensuite modifiée, le cas échéant, pour arriver à un accord. La façon dont on décline la stratégie thérapeutique doit elle aussi être collaborative. Je trouve que cette façon de procéder limite les malentendus, comme par exemple le patient attend surtout des massages alors que le thérapeute ne lui en propose pas. Ou le patient attend une résolution très rapide de ses douleurs qui pourtant sont constantes et persistantes depuis 3 ans. Il imagine qu'avec des manipulations et aux techniques passives, il va aller mieux alors que la littérature et l'expérience montrent que la dominante du traitement pour ce genre de problème doit être active et qu'en toute probabilité ça va prendre du temps. Et on pourrait bien entendu citer bien d'autres sources possibles d'incompréhension entre le thérapeute et le patient. En conclusion,
J'ai la conviction que c'est d'abord collaboratif et ce mode de communication aide vraiment les patients à s'engager dans le traitement et à réaliser que rien de pérenne ne se fera sans eux. Puisque la recherche indique que la rééducation musculo-squelettique doit aller vers des prises en charge actives, il me paraît indispensable que tous les soignants envisagent sérieusement de faire évoluer leur mode de relation de soins avec leurs patients vers celui de l'alliance thérapeutique. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de mettre un petit like ou de nous laisser un commentaire.